Éveiller les consciences. Stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. J'adore échanger avec Jean-Christophe Guérin, entrepreneur très engagé et actif sur la thématique du tourisme durable. Ensemble, nous avons souvent l'occasion de partager, d'échanger, de discuter, de réfléchir sur la question comment accompagner les acteurs du tourisme à arrêter de se voiler la face et à agir. Les réponses sont pas faciles à trouver. En effet, est-ce que c'est juste une question d'accepter de comprendre que la stratégie climat et la stratégie tourisme sont liées et qu'elles sont au cœur du moteur du changement? Est-ce que c'est dans nos capacités à remettre en question nos modèles actuels et les peurs qui les accompagnent? Sommes-nous prêts à confronter les idées de chacun, de rassembler autour de la table, de fédérer nos différents secteurs d'activité dans l'intention de co-construire le tourisme de demain? Avons-nous tous le même niveau de connaissance? Ce n'est pas le cas. Alors, comment définir un socle commun de connaissances qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension des impacts de nos entreprises et de leurs activités? Enfin, formons-nous nos salariés sur ces thématiques pour pouvoir les embarquer justement dans une dynamique de transformation positive pour un tourisme durable. Évidemment, on n'a pas toutes les solutions, mais il nous semble quand même essentiel de les explorer de nouvelles pistes, de sortir de l'écologie pour aller vers un changement de dimension. Nous y voyons là de belles opportunités. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Expérientiel. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour François, écoute, ravi d'être avec toi, je vais très bien, je suis près de Lyon, dans les monts du Lyonnais, sous la neige, et ma foi, c'est plutôt une atmosphère assez agréable en se levant le matin d'avoir la neige près de chez soi, dans la vallée du Rhône. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez apaisant, hein, je veux dire le calme, l'absorption de tous ces sons, etc. Ça repose d'un côté, même s'il peut y avoir des côtés un peu gênants et ennuyeux pour toute activité. Ouais, mais c'est bien justement, ça nous sort un peu de notre quotidien, on se pose la question de se dire est-ce que ça roule, est-ce qu'on peut aller là, est-ce que bon voilà, mais non, moi j'aime bien en tout cas ce que tu disais, ce bruit un peu ouaté, la neige qui crise sous les pas, c'est ce qu'on retrouve quand on a un temps de vacances et qu'on a la chance d'aller à la montagne. Donc se lever le matin et y goûter chez soi quand on est dans un milieu urbain ou périurbain, c'est plutôt sympa. Alors, on échange souvent tous les deux sur des thématiques du tourisme durable, un sujet qui nous anime l'un et l'autre, et c'est toujours un plaisir d'échanger. Peux-tu nous dire exactement qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors, donc Jean-Christophe Guérin, je dirige des tours opérateurs, des voyagistes. Je suis tombé dans ce métier tout jeune dans la marmite, puisque j'ai commencé à 22 ans, 23 ans, en intégrant presque par hasard un tour opérateur qui existe toujours, qui s'appelle Atalante. Et j'ai plongé dans le tourisme quand j'avais 18 ans après mon bac, plutôt en autodidacte, dans les activités outdoor, parce que j'étais moniteur d'escalade et puis j'avais eu la chance de travailler dans un petit village très très dynamique de Haute-Loire en m'occupant d'un village vacances. Et ça a été fondateur pour moi. Et puis j'ai fait mon parcours voilà chez Atalante et le groupe Atalante. J'en ai été associé. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire différentes facettes du métier. Et aujourd'hui, donc, je partage mon temps entre la marque de voyage Vie Sauvage, qui, comme son nom l'indique, fait des voyages
nature sur mesure avec une prédominance de voyages en Afrique, de safari, mais pas que. On a diversifié nos offres pour observer la nature aux quatre coins de la planète, et y compris en Europe, et demain, pourquoi pas en France. Et puis une autre marque moins connue, plus discrète, qui s'appelle Looking for Charlie, que j'ai créée avec 3 associés il y a 7 ans maintenant, qui fait du voyage sur mesure. Et durant le Covid, on va dire à la faveur de cette crise particulière, en réflexion avec certaines personnes de l'équipe Vie Sauvage, on a créé une petite marque qui a été lancée en 2021, qui s'appelle Aimsa Voyage, et qui a la particularité d'avoir conçu une offre de voyage qui tient compte du rapport du GIEC, et donc d'une volonté farouche de proposer des voyages qu'on pourrait qualifier bas carbone, en tout cas une offre de proximité, une offre sans avion sur toute l'Europe, et une obligation de partir au moins 4 semaines quand les voyageurs veulent partir en avion avec nous. Intéressant, intéressant. À côté de ça aussi, tu as d'autres activités. Je crois que, dont une, tu es quoi? Vice-président au sein d'ATR, c'est ça? Ah, alors oui, j'ai d'autres implications. Alors je suis au COMEX d'ATR, assez proche des coprésidents. Donc je suis impliqué sur l'association Agir pour un tourisme responsable, que j'ai rejoint à nouveau en 2019 et que j'ai connu dès le départ de sa création, parce qu'Atalante en était un des membres fondateurs. Donc moi, le tourisme responsable, j'y ai goûté dès que j'ai commencé à travailler dans le voyage. C'est certainement ma première déformation, c'est que j'ai eu la chance de rentrer chez un tour opérateur très engagé, en tout cas avec des très belles réflexions. Et dès la première année où je suis arrivé, c'était déjà il y avait déjà des sujets assez forts, et c'est comme ça qu'est née la charte éthique du voyageur. Donc oui, je suis engagé au sein d'Agir pour un tourisme responsable. Je suis cofondateur d'un festival de livres et de films de voyage qui s'appelle Quai du Départ, qui est sur le bassin lyonnais depuis 10 ans. Et puis j'ai une implication beaucoup plus locale dans une association citoyenne qui s'appelle le Brigné Demain, voilà, et où on développe un jardin en permaculture et en partage, non pas un jardin ouvrier avec des parcelles individuelles, mais avec un vrai travail collaboratif, collectif. Voilà. Donc très engagé. Ouais, très actif, engagé, comme je pense pas mal de gens qui s'engagent dans les associations, en tout cas qui participent à un certain nombre de choses, mais plutôt actif sur ces choses-là. Ouais, j'essaye en tout cas. Ok. À l'occasion de, suite à la crise du Covid, on a vraiment l'impression qu'en France, la thématique du tourisme durable est en pleine évolution, ce qui est plutôt encourageant, ce qui fait plaisir. Mais de mon point de vue, quand même, je trouve qu'on pourrait aller beaucoup plus en profondeur sur la notion peut-être du sens que l'on souhaite donner à nos activités touristiques, et puis une remise en question peut-être sur quels sont les impacts de nos activités, quelles améliorations on peut faire, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oh, je partage ton point de vue. Je partage ton point de vue sur les deux aspects, c'est-à-dire qu'à la sortie du Covid, on n'en a jamais autant parlé. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur la plupart des médias. Le tourisme aujourd'hui, c'est plus uniquement, comment dire, un béni oui-oui de promotion touristique des destinations pour la prochaine saison, mais il y a bien une remise en cause des modèles, une mise en avant de nos impacts, avec probablement aujourd'hui un focus tout particulier, que ce soit des médias et des discussions autour de la problématique carbone, qui est intimement liée au sujet climat, alors que le tourisme a plein d'autres aspects, positifs comme impact négatif, mais il y a bien d'autres données. Donc ça, le premier point, je suis d'accord. Je pense qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après, je pense effectivement comme toi qu'on va pas encore très très loin. Il y a une prise de conscience. Dans la prise de conscience, il y a un petit peu toutes les chapelles, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui demandent d'arrêter le tourisme bashing ou le flying bashing, jusqu'à effectivement des gens ultra engagés en disant arrêtons le tourisme, ça n'a aucun intérêt pour le climat. Il y a un peu toute cette palette. Force est de constater qu'il n'y a pas forcément cette discussion en profondeur sur le côté. Enfin, en tout cas, il y a une vraie volonté, mais c'est encore un peu difficile. Voilà. Je trouve que très rapidement, alors c'est peut-être aussi le défaut des réseaux sociaux, mais très rapidement, on arrive à des confrontations et des discussions qui sont plus des discussions de comptoir,
avec des gaps de compréhension à la fois sur les enjeux et sur ce qu'il faudrait qu'on applique, et donc jusqu'où il faudrait mener la réflexion. Et c'est là où j'aime bien ce que tu dis, l'évolution en profondeur. De manière très concrète, c'est posons-nous autour de la table, discutons sans tabou, euh, et essayons de poser clairement voilà, le sujet et ce qu'on a à résoudre, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça remet en cause chez chacun d'entre nous et comment on peut construire ensemble quelque chose qui s'approcherait de notre objectif collectif. Oui, et puis aujourd'hui, quand même, dans notre secteur, on est, comme tu le dis, plutôt divisé, c'est-à-dire qu'on a chacun des opinions. On a tendance à être dans une posture un peu j'ai raison, t'as tort, ou il fait bien, Ouais, ou il fait mal, etc. ouais, Alors, ouais. il y a quand même des initiatives, il faut quand même les souligner. Il y a des initiatives qui cherchent justement à rassembler les acteurs, Mmh, etc. Mais on reste encore très bien divisé, je trouve. Et mmh. aujourd'hui, à ton avis, comment peut-on justement rassembler tous ces acteurs autour de la table pour avoir un discours, une réflexion qui soit dans la coopération et dans la co-construction pour trouver des solutions, tout en sachant que de toute façon, personne n'est parfait, ok? Mmh, mmh. Mais au moins d'avancer et d'avancer ensemble. Ouais. Spontanément, je te répondrai agir pour un tourisme responsable parce que j'y suis impliqué et parce que euh, ça pourrait être d'autres associations, ça pourrait être d'autres structures. Il y a pas de problème, hein, je vais pas faire de l'autopromotion, mais ce qu'on est en train de vivre au sein d'ATR est relativement intéressant parce que ce que tu évoques, c'est de se regrouper sur la problématique du tourisme responsable, d'un tourisme soutenable dans le cadre des enjeux climatiques. C'est ça qui, voilà, c'est le moteur de la réflexion et ce sur quoi il faut qu'on arrive à se rassembler. Et rassembler un secteur qui est extrêmement hétéroclite dans ses acteurs, du secteur hôtelier au secteur aérien, en passant par les tours opérateurs, les réceptifs, les voyagistes. Enfin bon, il y a kyrielle de métiers, chacun effectivement a ses spécificités. On a tous comme point commun d'avoir connu 70 ans de croissance d'activité plus forte que la croissance du PIB mondial. Donc c'est aussi je pense que c'est quand même un facteur important qui détermine un peu l'état d'esprit et parfois les points de blocage en se disant mais ça nous est jamais arrivé et ça reprendra et ce qu'on entend encore parfois en disant vivement le retour du business as usual, on l'entend de certains et souhaité par beaucoup. On peut le comprendre en fait intellectuellement, individuellement. Mais pour arriver à discuter ensemble de manière décloisonnée, ça me paraît effectivement essentiel. Et ATR qui fête ses 20 ans vient de faire un travail en profondeur sur sa stratégie 2030, et si on dit 2030-2032, en tout cas une stratégie à 10 ans. Et derrière ce sujet-là, l'idée c'est de se dire comment une association qui est née sur les problématiques environnementales, culturelles, socio-économiques que posait le tourisme, en tout cas comment les améliorer il y a 20 ans, comment l'association va apporter une solution sur la problématique climatique versus les acteurs du tourisme. Et force est en plus de constater qu'aujourd'hui, on est à peu près 75 membres et on en a de plus en plus qui frappent à la porte, ce qui est un très bon signe. Mais par contre, on en a de plus en plus qui ne ressemblent plus du tout dans leur métier à ce qu'étaient les membres fondateurs qui faisaient tous le même type de métier. On a des hôteliers, on a des distributeurs, on a des tours opérateurs, on a des voyagistes, on a des microstructures, on a des structures beaucoup plus importantes. Donc on commence à avoir une espèce de famille assez hétéroclite. Par contre, ce qui est certain, c'est que chaque fois qu'on se retrouve, il y a énormément de plaisir à confronter nos idées, mais surtout à les co-construire. Il y a un vrai sentiment d'une réflexion qui est partagée sans enjeu de compétition. Et surtout aujourd'hui, ben, la question c'est ok, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on est encore présent dans 10 ans? Parce que si on est présent, ça veut dire qu'on a des membres qui existent encore et donc le tourisme existe encore. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un certain nombre de choses à résoudre. Et c'est vrai que le principe d'ATR et de ce qu'on a été jusqu'à présent euh, est fondamentalement retravaillé dans cette stratégie qu'on présente dans quelques semaines à l'ensemble des membres et puis qui sera ensuite plus communiqué largement, mais où il y a vraiment cette volonté de faire un centre de recherche et développement, d'être en lien avec un pôle scientifique, d'avoir un pool de consultants qui vont pouvoir accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, à avancer, parce qu'il y a aussi parfois ce frein-là en se disant moi j'aime bien mais j'ai pas la ressource, j'ai pas la capacité, je maîtrise pas, j'ai pas les gens en interne. Donc d'être vraiment une structure hyper accompagnante et puis effectivement qui arrive à créer
des pôles de travail par type de métier, et ensuite que ces pôles de travail discutent entre eux pour voir quels sont les liens, les effets systémiques de notre écosystème, et qui font que si tel secteur prend cette décision, quel est l'impact sur le secteur d'à côté et comment on peut construire ça. Voilà. Et l'un des tout premiers leviers, je pense, dans cette logique de fédérer, comme tu le disais, d'arriver à avancer ensemble, je pense qu'il y a un premier sujet clé, c'est d'avoir le même niveau d'information. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on arrive souvent à des discussions en queue de poisson, c'est qu'il y a toujours un débat qui veut qu'il y en a un qui saurait et l'autre pas, il y en a un qui s'appuie sur un scientifique que l'autre met en cause parce qu'il dit que c'est pas un scientifique. Et à un moment donné, il faut qu'on ait une plateforme de connaissances communes, fiable, validée, qui permettent de se dire, ça c'est le socle de la problématique. À partir de ce socle-là, si tout le monde y a participé, au moins on a un point de départ et on va aller pouvoir confronter nos idées et effectivement confronter nos opinions, mais on sait sur quelle base on part. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, dans les niveaux de discussion, notre secteur, je connais pas beaucoup les autres, hein, j'ai malheureusement travaillé presque dans le tourisme, mais je trouve qu'il y a un niveau assez crasse en termes de formation. Et c'est ce qui pêche le plus pour avoir des discussions justement, comme tu le disais, en profondeur et sans tabou. Et je pense que le sujet de la formation est un véritable sujet, c'est-à-dire que nous avons tous des niveaux de connaissances sur ce sujet qui sont différentes, et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Ceci dit, j'ai l'impression quand même que ce niveau de connaissance, traditionnellement, c'est plutôt au niveau du dirigeant ou d'entreprise, etc. Et on a encore beaucoup trop de mal, à mon avis, à vouloir former nos collaborateurs, nos salariés, parce que eux aussi doivent être partie prenante dans cette réflexion, à mon avis. Et il y a vraiment un réel besoin. Et je pense qu'il y a aussi, pas seulement un besoin, mais il y a aussi un potentiel d'idées, d'innovation, de créativité, parce que nos salariés sont aussi compétents que nous. Ils réfléchissent, ils pensent qu'ils se sentent concernés souvent, et ils voudraient pouvoir agir et pouvoir être partie prenante non seulement dans la réflexion, mais aussi dans la mise en œuvre de nouvelles stratégies, de nouvelles offres, de nouvelles façons de nouveaux métiers, par exemple. Aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette tendance justement, et que euh, les acteurs du tourisme considèrent que la formation sur les enjeux climatiques, biodiversité, CO2, etc., ça devienne vraiment, euh, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise, et que c'est un réel investissement et que ça va aider l'entreprise? Je pense que, comme tu le dis, la formation, elle est essentielle. Elle est essentielle pour les étudiants qui arrivent demain sur le marché de l'emploi dans notre secteur, et elle est essentielle au sein des entreprises. Euh, il faut simplement le premier levier, c'est qu'il faut que le secteur accepte de comprendre que la stratégie climat et la stratégie du tourisme qui induit cette problématique climat, c'est pas un sujet périphérique, plus ou moins vert sur la stratégie de l'entreprise. C'est le cœur du réacteur. Euh, une entreprise du voyage, une entreprise hôtelière, elle a des compétences et elle crée une valeur ajoutée à partir d'un socle d'expertise. Et derrière un socle d'expertise, ça veut dire qu'il y a des gens formés en amont, puis des gens formés en continu. Et puis donc la stratégie de formation, elle existe dans toute entreprise. C'est le socle du service, parce qu'on est dans les métiers de service. Donc intégrer cette logique-là, c'est l'intégrer, mais en la mettant au centre du réacteur. Et moi, j'aurais tendance à dire, il y a de plus en plus de formations, tourisme durable, tourisme responsable, qui émergent. Mais j'ai presque envie de dire, ça c'est la question d'après. La première question, c'est est-ce que vous comprenez de quoi on est en train de parler par le changement, au sujet du changement climatique? C'est-à-dire que moi je dis souvent aux gens, vous avez entendu parler du rapport du GIEC, et je pense que le taux de réussite doit être de 98%, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de ne pas avoir entendu parler du GIEC et de ce réseau d'experts mondiaux qui nous envoie des rapports maintenant presque tous les 6 mois. Maintenant, la question suivante, l'avez-vous lu? On passe de 98% à moins de 5. Parce que c'est un rapport très épais, parce que c'est un rapport qui est compliqué à comprendre, parce que voilà, et à un moment donné, on peut facilement se noyer et donc décrocher, se dire bon, c'est un rapport d'expert, c'est pas pour moi. Il existe aujourd'hui des outils extrêmement pédagogiques, dont la fresque du climat, qui commence à être aussi connue, parce que je crois qu'on flirte les 500 000 formés en France, ou si on n'est pas au-delà.
Mais il y a des outils pour comprendre, et je pense qu'avant de commencer à parler de tourisme responsable, il faut d'abord parler de où est le problème pour qu'ensuite on comprenne ce que ça veut dire que de créer un tourisme responsable ou durable. Et effectivement, je pense qu'il y a un vrai levier, une vraie obligation à la fois des dirigeants et une obligation pour eux de former leurs équipes. Et si les dirigeants et les équipes sont formés et acceptent de faire cet exercice qui est quelque peu douloureux, hein, parce qu'on va se confronter à des données qui apportent pas forcément une visibilité très sereine de notre activité et au-delà de notre activité globalement de notre espace de vie, de la façon dont on va fonctionner dans les décennies à venir. Mais je vois pas comment on peut se voiler la face. C'est quand même la responsabilité d'un dirigeant d'anticiper, et qu'aujourd'hui, sur ce sujet-là, il se doit d'avoir un peu de curiosité, d'expérimenter l'exercice et de se dire il faut quand même que je briefe mes salariés. Parce qu'un dirigeant, de toute façon, qui aurait fait la fresque du climat et qui connaît le sujet, ça devrait l'amener à un moment donné à engager des réflexions sans tabou sur son modèle, son activité. Mais il ne pourra pas embarquer son équipe si elle n'a pas le même niveau d'information. Donc, Exact. le premier levier, c'est qu'il faut que la formation soit transverse, universelle, et à partir de là, ça doit créer la dynamique, et le dirigeant doit créer la dynamique de dire bon, bah, maintenant qu'on sait où on est, et si on peut le juger, on est au fond de la piscine, comment on fait pour remonter? Et donc à partir de là, c'est effectivement de mettre un plan d'action, une vraie dynamique autour de ça, quoi. Et c'est faisable, il y a des outils, ça se développe, mais je pense il faut qu'il y ait l'initiative individuelle. Il y a un certain nombre de dirigeants, quels que soient les secteurs, qui l'ont fait, et dans notre secteur, ça se fait. Aujourd'hui, par exemple, au sein d'Agir pour un tourisme responsable, on a une vraie volonté d'obligation pour les nouveaux membres de formation à ces sujets-là. Et demain, dans la certification, de dire une entreprise certifiée, une entreprise où les gens sont formés, informés, et il y a déjà des critères de transparence et de collaboration et de co-construction sur ce sujet-là vis-à-vis de ces équipes. Quand on est une entreprise certifiée ATR, la dimension climat sera évidemment pas prédominante, mais sera forcément intégrée dans cette démarche-là. Dernièrement, j'ai fait la fresque de l'économie circulaire. Je suis Mmh. animateur et facilitateur de cette fresque, et je Mmh. l'ai faite avec des étudiants. Et des étudiants qui, avant d'avoir commencé cette fresque, pensaient que justement leur niveau de connaissance, leur possibilité d'agir était extrêmement limitée. Ouais. Car ils se reposaient sur les pouvoirs publics, le gouvernement, et ils disaient que ça allait pas changer. Ensuite, les grosses entreprises, ça allait pas changer, etc. Et une fois qu'on a fait cette fresque de l'économie circulaire, ils se sont rendus compte de deux choses. C'est que la première, ils avaient quand même un niveau de connaissance qui était plus important qu'ils l'avaient pensé. Et ça, je Mmh. trouve qu'il y avait un côté très rassurant chez eux. Et l'autre aspect, c'est que même à leur niveau, ils pouvaient agir. Et je trouve que c'est important. Et ce que j'aime bien, moi, avec cette fresque de l'économie circulaire, c'est que vraiment, on touche aussi au cœur d'une entreprise, c'est-à-dire son modèle économique. Et si on parle de modèle économique, aujourd'hui, on entend parler, comment dire, du modèle économique régénératif, mais aussi de la perma-entreprise, entre autres, de l'économie circulaire, évidemment. Et puis, tout dernièrement, là, j'ai interviewé Timothée Paric sur l'économie de la décroissance. Euh, Ces modèles économiques, le modèle économique traditionnel qu'on utilise dans le tourisme aujourd'hui a besoin d'être revu si justement on veut changer. Et ça remet en question évidemment nos fondamentaux. Derrière ça, il y a des peurs. Il y a la peur de l'inconnu. Il y a la peur aussi de l'échec. Comment convaincre justement ceux qui souhaitent s'engager et ceux qui n'y pensent pas encore à revoir et que le travail sur le modèle économique est une opportunité justement d'approfondir cette réflexion et d'aller beaucoup plus loin, de mesurer ses impacts, ses externalités, positifs, négatifs, de Mmh. redonner du sens à l'entreprise. Ouais, alors vaste sujet. Je connais pas tous les modèles que tu as évoqués. En tout cas, j'ai pas eu le temps de les approfondir sur ces différents modèles économiques. Mais si moi je regarde de manière pragmatique ce qui se passe pour moi en tant que tour opérateur, voyagiste, dépendant de l'avion, il y a tout un débat qui est relativement animé depuis quelques années autour de la compensation carbone.
euh, terme qu'on n'utilise plus chez ATR, mais on essaye plutôt de valoriser la logique de contribution. Et avant de parler d'une contribution carbone, en fait, c'est ce que tu viens de dire. Le premier sujet par rapport à la problématique climat, c'est de se dire quel est l'impact de mon entreprise et de mon activité. Et donc, il y a un premier engagement qui, à un moment donné, il faut se poser, regarder l'ensemble de l'activité de l'organisation d'entreprise et de ses voyageurs et de se dire, pour que mon activité fonctionne aujourd'hui, voilà, si je regarde 2022, j'ai eu tant de passagers, voilà les destinations, etc. Et aujourd'hui, on a tous les éléments, on a des métriques qui sont assez précis, et on sait le nombre de tonnes carbone qu'on peut émettre entreprise par entreprise. Ça, c'est le premier levier. Ça permet d'avoir un tableau qui quand même permet d'intégrer la logique que mon activité, comme toute activité humaine, elle a un impact carbone. Mon activité de voyagiste, a fortiori si j'utilise l'aviation, qui pèse entre 80 et 90% de la problématique carbone dans un voyage à destination, c'est ce problème de mobilité. C'est d'avoir une évaluation. Une fois qu'on a une évaluation, c'est quelque part l'alarme qui vient dire mais alors du coup qu'est-ce que je fais demain, parce que vraisemblablement c'est cette partie carbone qu'il faut qu'on réduise, sachant que moi de l'autre côté j'ai cette injonction culturelle, historique, parfois obligatoire vis-à-vis de mes banques, vis-à-vis de mes investisseurs, de faire de la croissance ou en tout cas de développer de la valeur. Comment je développe de la valeur alors que d'un côté je ne sais pas si je peux l'appeler un stock, mais j'ai plutôt cette dépense carbone, et cette dépense carbone il faut que je la réduise. Bon, moi, je commence à avoir, je vais prendre mon exemple à moi, c'est vrai que cette réflexion-là, ça fait quelques mois que je me penche dessus en se disant, est-ce que je peux travailler un modèle économique en réduction de carbone, en réduction en valeur ajoutée, en valeur absolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des débats majoritairement dominants dans notre secteur qui sont de dire, ouais, on émet, évidemment, on émet, mais le plus simple, c'est qu'on compense. Ou alors on émet, mais on va contribuer. Alors que de toute façon, ce que nous dit justement le rapport du GIEC, c'est que le modèle dans lequel on est aujourd'hui nous demande à drastiquement réduire. Mais quand on dit drastiquement, c'est une division par 5, globalement. À un moment donné, c'est pas la marge, c'est pas de réduire de 5 ou 10%. Une division par 5, c'est colossal. Donc forcément, sujet, comment je le confronte à une logique de business plan et de projection. En tant que dirigeant, on est forcément en train de se dire, j'ai fait ça en 2022, on est en reprise d'activité, qu'est-ce qui se passe en 2023, puis qu'est-ce qui se passera d'ici 2025-2027, quels sont mes besoins de recrutement, de développement de structure, etc. Et ça, on est bien obligé de le confronter aujourd'hui à une dimension qui n'est pas simplement de se dire, il y a de la reprise, les clients sont là, tout va bien, je me pose pas d'autres questions. Et donc, naturellement, ça implique à se dire, est-ce que je peux construire un business plan, un tableur Excel qui me dit, j'ai aujourd'hui un élément factuel qui je connais ma consommation carbone à l'instant T, ma cible de réduction, si je la regarde et que je la projette très loin à 2030 ou 2040, serait que je réduise de X% par an. Et globalement, le rapport du GIEC dit qu'il faut qu'on réduise de 5% par an. Et si j'applique ce 5% par an sur mon activité, qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors aujourd'hui, je vais pas tout résoudre dans le qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, la réflexion, je trouve qu'elle est intéressante à engager parce qu'en fait, très rapidement, elle stimule le fait de se dire, si je réduis volontairement de 5% par an, c'est pas l'amélioration des avions qui va venir compenser cette réduction de 5%. Là-dessus, on sait qu'on n'ira pas très très loin par rapport à cette réduction. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je me limite en nombre de voyageurs en avion. Comment je remplace la marge que j'ai historiquement fait avec ces voyageurs et par quoi quoi, comment, etc. Mais en même temps, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on se dit, bah tiens, effectivement, peut-être que ma valeur ajoutée, mon expertise, je peux peut-être la reconvertir, en tout cas anticiper et essayer de travailler une reconversion sur cette dimension. Comment tu vis cette démarche, vu que tu es sur cette route, sur Hein. ce chemin de transformation avec des questionnements très forts et profonds? Ça doit chahuter. Il y a des moments, il doit y avoir peut-être des moments un peu de panique en disant, oh là, où c'est que je vais, etc. Comment tu vis ça? Euh, moi, je trouve ça très excitant. Parce que on en a parfois parlé ensemble, mais bon, ça fait 25 ans que je travaille dans le tourisme. Dans mes secteurs, dans les niches d'activité dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit le tourisme d'aventure, de voyage sur mesure, on a été dans des secteurs toujours en croissance. Donc globalement, le schéma et le modèle quand on travaille dans ce type de structure ou qu'on dirige une entreprise de ce type-là, moi j'ai appris à me dire bon bah cette année on a fait plus 10 et je me projette à combien l'année prochaine, est-ce que c'est plus 10, plus 15, plus 20 et qu'est-ce que je mets pour être dans ces logiques-là.
ce modèle-là, j'ai envie de dire, c'est pas que je le connais par cœur et qu'il marche à tous les coups, évidemment, c'est pas une recette très simple, mais elle est relativement linéaire. Et le fait d'arriver à se dire, on a un énorme challenge devant nous, et il faut aller explorer un nouveau challenge, je trouve que c'est une porte qui s'ouvre et qui est assez géniale, parce que quelque part, ben, ça nous oblige dans une réflexion de feuille blanche. Alors aujourd'hui, la feuille blanche, faut la remplir, faut tester, faut expérimenter. Je vais peut-être découvrir, et ça c'est potentiellement le stress de se dire, du bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon entreprise va fermer dans 10 ans. Je sais pas, j'ai pas encore conclu ça, parce que là effectivement je serais peut-être un peu déprimé, et puis parce que je suis positif de nature, donc je pense qu'on peut être encore là dans 10 ans et dans 20 ans, il y aura encore plein de choses à faire, et le tourisme va encore exister, j'en suis intimement convaincu. Mais il y a une vraie fenêtre. Et puis après, de toute façon, il y a l'excitation personnelle, parce que moi j'aime bien aller sur ce type de, entre guillemets, de territoire inconnu, et d'aller remettre en cause ma façon de travailler, comment je vais pouvoir l'animer avec les équipes, qu'est-ce que ça demande à mettre en place. Je trouve ça tout aussi excitant que simplement déployer une entreprise sur un développement classique de son activité qui n'est qu'en croissance. Voilà, ça m'excite. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ça, euh, bah, malgré tout, je pense que de toute façon, ça va devenir une obligation, parce que ne pas travailler son modèle avec cette dimension d'impact carbone, c'est un sujet de toute façon qui ressortira sur la table, soit le jour où je dois céder mon entreprise, soit le jour où j'aurai besoin d'aller voir les banques pour aller financer du développement. Je pense que plus on va aller de l'avant, plus effectivement les institutionnels, en tout cas les investisseurs, les banques, éventuellement les repreneurs d'entreprises, vont avoir, qu'ils soient écologistes ou pas de pensée, vont avoir quand même une attention particulière à se dire dans quoi ils investissent. Aujourd'hui, si quelqu'un qui investit dans une maison qui a une chaudière au fioul, et il met tout de suite le doigt sur un problème, c'est qu'il faut qu'il change son chauffage. Demain, quelqu'un qui investit dans une entreprise qui dépend à 100% de son activité sur l'avion long courrier, il doit quand même se poser la question de se dire, au-delà simplement de l'écologie, c'est quoi l'offre? Parce que il est connu que le pétrole, on a passé le pic, et que l'approvisionnement en Europe de pétrole va se contracter de 10% à 2030. C'est dans 7 ans. Une contraction de 10%, au-delà de tout le sujet qu'on vient d'évoquer ensemble, qui n'est pas une amélioration du bilan carbone, c'est juste que s'il y a une contraction de 10%, il va y avoir une augmentation phénoménale des prix. On y a déjà goûté, on est un peu à l'apéritif en ce moment, dans cette période d'inflation. Mais ce que disent les experts, c'est qu'en 2030, une contraction de 10% fait que le prix du billet d'avion, le prix du litre d'essence à la pompe, et le prix de tout ce qui dépend des transports, de manière globale, va changer de dimension. Et donc, même un investisseur extérieur à la problématique climat, il dira, ça vaut combien une entreprise qui dépend d'un sujet qui devrait te coûter de plus en plus cher, voire qui potentiellement sera régulé par l'État. Donc je pense que cette réflexion-là, on peut pas en faire l'économie quand on a l'obligation légitime d'anticiper l'activité de son entreprise, de son organisation, et de se dire vers quoi on va, et d'avoir en tout cas d'essayer d'établir une vision. Ouais, très intéressant. Et est-ce que justement dans cette réflexion, c'est un chemin que tu fais tout seul ou que tu partages avec tes salariés, avec tes pairs, comment ça fonctionne? Je vais commencer à le partager avec mes salariés, bon, sachant que moi, là où j'ai un petit temps d'avance, c'est qu'en étant à la fois engagé dans les réflexions au sein d'ATR, en mettant en place la certification au sein de l'entreprise, en étant en train de mettre en place la contribution, un certain nombre d'engagements sur le terrain, sur nos voyages, forcément, il y a ces conjonctions d'informations que moi je vais rechercher, qui font qu'aujourd'hui je suis encore dans cette première étape de réflexion, mais que je vais progressivement partager courant 2023 pour amener aussi cette réflexion au sein de l'équipe, parce que moi en tant que dirigeant, elle peut me bousculer, elle peut aussi bousculer et inquiéter l'équipe, de se dire de quoi il nous parle, réduire le nombre de clients, qu'est-ce que ça veut dire, et la vraie question, c'est comment on peut collaborer, co-construire ensemble un modèle qui peut être aussi plus positif. Comment on travaille différemment, peut-être avec moins de clients, plus de valeur ajoutée. Est-ce que c'est la seule réponse? Je sais pas. Avec d'autres types de voyages, sans avion. Voilà, il faut ouvrir un petit peu les vannes, et parce que de toute façon, ce que moi je vois se dessiner, c'est que ça veut dire que les métiers à l'intérieur de mon entreprise vont forcément bouger,
et il va falloir que les gens bougent, ou en tout cas aient envie de le faire, et donc il faut qu'on le construise ensemble. Le tourisme est une activité à fort impact social. Moi, qui ai travaillé Oui. de longues années dans le tourisme, la relation à l'autre, à travers les voyages que j'ai pu faire, les pays dans lesquels j'ai vécu, etc. Euh, Vraiment, ça a été une opportunité pour moi de découvrir des cultures différentes, des personnes avec des points de vue différents. C'est vraiment des expériences extrêmement enrichissantes. Dernièrement, j'ai vu une statistique qui dit qu'il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances. Et ça m'a attristé. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai été même à la fois surpris et choqué. Et je me dis que cette rencontre, le tourisme, cette rencontre vers l'autre, cette découverte, sortir, s'épanouir, s'ouvrir l'esprit, etc. Penses-tu qu'aujourd'hui, justement, avec ces 40% de Français qui ne partent pas en vacances, il y a une opportunité pour le tourisme de se réinventer, de se transformer en allant vers un tourisme qui soit à impact fort social et sociétal? Et est-ce que tu crois que c'est possible? Bah, moi, je pense qu'effectivement, on a un vrai sujet, c'est-à-dire que les problématiques climat ne doivent surtout pas mettre de côté la problématique sociale. Bien au contraire, parce que ça sera certainement aussi une solution pour y répondre. Donc, cette problématique-là, de manière globale, il y a une notion d'équité qui est en train de transpirer de manière transsectorielle. Dans notre secteur à nous, pour moi, il y a les 40% dont tu parles, et puis il y a une autre dimension qui vient compléter cette potentialité très très forte, à dimension à la fois sociale et locale, qui va donc dans une logique d'économie circulaire, qui est qu'une partie du tourisme français se délocalise pour des raisons de coût. C'est-à-dire que les avions qui se remplissent par centaines de milliers de passagers pour aller sur des courts moyens courriers en hôtel club à bas coût, c'est simplement parce que ça coûte moins cher que de faire les mêmes voyages en France. Si aujourd'hui on avait une semaine all inclusive en France au même prix que ce qu'on voit sur le bassin méditerranéen, on aurait une partie des Français qui resteraient en France. Donc il y a aussi dans la part des gens qui partent, une partie des gens qui potentiellement en plus, là aussi en termes de vision, risquent demain de ne plus pouvoir partir parce que les coûts vont augmenter, soit par l'inflation, par le coût du transport, par peut-être la régulation. Il y a un certain nombre d'éléments qui feront que on risque d'augmenter cette part des 40%, ou inversement de se dire on a un potentiel. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler marché, mais en tout cas un potentiel de développement d'un tourisme dit social qui a une et qui pour le coup a beaucoup d'effets et d'impact positifs parce qu'on sait le bénéfice au-delà de la rencontre et du voyage que tu évoquais, parce que ça a souvent trait à un voyage lointain, mais le simple fait de partir en vacances, de sortir de chez soi, de découvrir un territoire. On a la chance en plus d'être sur un pays absolument incroyable en termes de découverte, de diversité. Et ce pays se trouve sur un continent, l'Europe, qui est lui aussi extrêmement diversifié. Donc on a un territoire physique, on n'a pas une insularité qui nous poserait un problème quelque part qui nécessite forcément de sortir de nos frontières, de notre île. Donc il y a un sujet. Par contre, en corrélation, ce sujet-là, il a une problématique économique. Donc, il rejoint probablement ce que tu évoquais sur les logiques d'économie circulaire, régénératrice. Et moi, je prendrais un exemple si tu veux bien, mais parce qu'on l'a rencontré ensemble, on avait eu l'occasion d'entendre un, un dirigeant qui a créé une petite marque, je ne sais pas si je peux appeler hôtelière, mais en tout cas qui s'appelle Heavy Hub, et qui prend en charge des lieux qui ont d'ailleurs souvent été au départ des lieux de tourisme social dans les années 60-70, qui ont été laissés de côté parce qu'économiquement probablement pas forcément viables dans les modèles de l'époque, de ces structures-là qui ont évolué. Et lui les reconditionne comme des lieux à la fois de tourisme et des tiers-lieux où les locaux vont trouver le petit magasin, le lieu où on peut trouver les journaux, venir prendre son café là où il n'y a plus de café dans le village. Et donc que le lieu touristique soit à la fois un lieu de rencontre, un lieu de séjour pour les voyageurs, pour les touristes, et en même temps un lieu de rencontre avec les locaux parce que ces locaux se l'approprient, c'est aussi là où il peut se passer des temps de jeu, des temps de concert, et il y a une espèce de mixité qui va se jouer et pas une confrontation entre le voyageur touristique et puis le local qui est quelque part qui fait partie du décor et du folklore local.
Et là, il y a des choses très intéressantes. Et son initiative, elle est d'autant plus que lui, c'est une initiative privée qui vraisemblablement est un modèle qui fonctionne. Donc, si en plus de ça, il y a une volonté politique, et on devrait l'avoir, il y a plein de leviers positifs derrière ce type de démarche, parce que c'est forcément de la localisation. Il y a forcément une économie qui se développe en France. Il y a du service, donc il y a de l'emploi. Il y a des gains éducatifs, il y a des gains sociaux. Enfin bon, il y a plein de dimensions extrêmement positives, et je pense on peut mettre à contribution toute l'expérience qu'on a pu accumuler dans l'expérience du voyage lointain pour essayer d'imaginer la diversité de l'offre qu'on pourrait avoir dans cette offre-là dite sociale. Alors moi, j'en suis moins expert, hein. Je reconnais que j'ai toujours travaillé sur des niches de voyage qui sont pour le coup des niches plutôt premium, ça c'est clair. Mais j'ai comme toi ce même réflexe quand je vois ce chiffre-là, ça me rend un peu dingue de me dire qu'il y a 40% des Français qui ne sortent jamais de chez eux une fois dans l'année, quoi. Ouais, ouais. Là, dernièrement, avec les étudiants, on a été voir des acteurs engagés sur Lyon. Mhm. On a été dans un tiers-lieu, l'escale du 6, l'escale solidaire du 6. Le 6 étant le 6e arrondissement de Lyon et avec des gens, c'est un quartier un peu huppé, quoi. Ouais. Et eux essayent justement à travers leur tiers-lieu de répondre à la problématique de l'isolement et donc avoir un impact social très fort. Le midi, on a été déjeuner dans un restaurant coopératif dans un quartier qui était l'inverse de ce qu'on était, mais avec donc une coopérative. Ça s'appelle le court-circuit, voilà. Et ce qui était intéressant dans ce restaurant, c'est que eux essayent justement d'être, comment dire, un animateur de quartier, à favoriser les échanges culturels à travers des activités, etc. Et puis de justement pouvoir rendre la culture, comment dire, le voyage, et le voyage de courte durée, mais le voyage intellectuel, spirituel, etc., culturel, accessible au plus grand nombre. Et je trouve que ça donne la banane de voir des initiatives comme celle-ci. Ça donne vraiment envie et c'est top. Ma dernière question pour toi, c'est le tourisme de demain, tu l'imagines comment, toi? Euh, Juste, j'allais réagir pour rebondir, parce que dans ce que tu viens de dire, pour moi, il y a une part du tourisme de demain, c'est-à-dire que là, tu es dans un milieu urbain, euh, et pour faire le lien avec ce qu'on a développé, par exemple, sur notre marque de voyage bas carbone, à IMSA Voyage, toute la réflexion a été de se dire, on a un sujet sur la mobilité, donc l'idée pour nous, c'est de faire la promotion que le voyage commence en bas de chez soi. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, ça parle à de plus en plus de gens, parce que, au-delà de considérations écologiques, je vais simplement prendre une typologie de voyage, qui est le voyage à vélo. Nous, on a lancé notre marque en avril 2021. Dedans, il y a plein d'offres très différentes. Elles sont pas toutes innovantes. On a des voyages à pied, on a évidemment des voyages à vélo, on a des road trips en voiture en Europe, on a des voyages en train. Voilà, on a plein de choses très différentes, des voyages bien-être. Les premiers voyages qui sont partis, c'est les voyages à vélo. Et la plupart des gens qui sont partis avec nous ne sont pas venus en disant j'adore votre démarche et j'ai une sensibilité toute particulière à ne plus prendre l'avion. Pas forcément. Ils avaient simplement envie de partir à vélo. Donc, il y a un changement de pratique. Et cette démarche de partir à vélo, ben, nous, on continue de réfléchir, de brainstormer, de se dire comment on essaye non plus de proposer des circuits où les gens doivent soit se déplacer en voiture, soit en train. Avec des vélos, c'est très compliqué pour arriver sur le point de départ, puis ensuite partir à destination. Et pourquoi on ne construirait pas des itinéraires au départ des villes? Parce que finalement, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un super réseau routier dédié au vélo qui se développe en transverse à peu près partout en France. Les villes accélèrent leur développement pour avoir des voies fermées aussi pour les vélos. Et plutôt que de dire aux gens vous devez arriver à tel endroit et donc de les pousser à prendre leur voiture, ce qui est un coût supplémentaire, de dire le voyage peut commencer dans le milieu urbain. Et ça rejoint à la fois cette notion de mobilité immédiate qui est à proximité des lieux de vie, et aussi une accessibilité sociale. Parce Mmh. que effectivement, aujourd'hui, alors bien sûr, il y a des gens qui pratiquent pas le vélo, mais ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas moi dans la demande, c'est pas des cyclistes invétérés, c'est des gens qui parfois n'ont pas du tout de vélo. Parfois, les premiers tours de roue, ils se remettent un peu en jambes, ça fait très longtemps qu'ils sont pas montés sur un vélo, mais quand on a des vélos électrifiés,
on a un outil qui est hyper facilitant et du coup qui donne une accessibilité sociale. Alors évidemment, il y a un coût économique, hein, on revient pas sur ce sujet-là, mais en tout cas, on a une accessibilité au voyage, et le voyage peut commencer au départ de Lyon, peut commencer au départ de Paris, voilà. Le voyage de demain, moi je le vois, j'ai presque envie de dire tout aussi riche qu'aujourd'hui, parce que de toute façon, l'histoire des voyageurs, c'est l'histoire de l'humanité, et qu'à toute époque, quelles que soient les facilités administratives pour passer les frontières, les facilités logistiques, il y a toujours eu des gens pour voyager. Euh, Évidemment, aujourd'hui, celui qui a les moyens peut aller aux quatre coins du monde extrêmement facilement, de n'importe où, à tout moment. Donc, il y a une facilité et un confort qui a rendu le voyage comme un bien de consommation ultra courant. Même si le voyage reste de toute façon, et a toujours été, en tout cas le voyage en avion, a été toujours élitiste. Il faut toujours ramener sur la taille de la population de la planète. Ce qui pose problème à notre activité, faut pas l'oublier, c'est que c'est une activité globalement qui ne s'est jamais démocratisée. Et même si les gens peuvent dire qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent, ça n'empêche que les chiffres et les statistiques sont assez clairs là-dessus. Ça reste de toute façon une activité extrêmement concentrée, avec des gens qui voyagent beaucoup pour une minorité, des gens qui voyagent une fois de temps en temps pour une partie, et puis des gens qui prennent des vacances sans jamais voyager en avion et sortir des frontières. C'est 80% des vacances en France. Et puis il reste les fameux 40% qui ne partent jamais en vacances. Donc c'est ce format-là, demain, probablement qu'il y a des gens, si demain l'avion coûte 4 fois plus cher, c'est évident qu'il y a des gens qui diront, bah non, je pars pas chaque année, je partirai peut-être qu'une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans. Là aussi, plutôt par la contrainte économique que la contrainte que l'envie de voyager. Mais après, j'ai envie de dire, moi, je suis ultra excité quand je vois la ligne de train la plus longue au monde, qui aujourd'hui est quasiment opérationnelle et qui permet de partir du Portugal et de rejoindre la Malaisie. On peut arriver à Bangkok et rejoindre la Malaisie, tout ça en train. Et quand on voit le parcours du train, on se dit que c'est une année de voyage, parce que chaque escale est juste géniale. Donc là où j'entends souvent les discours, parfois en disant le voyage est trop important pour s'ouvrir au monde et aux cultures, il faut qu'on continue, le voyage doit rester. Donc un discours très défensif de notre modèle actuel pour dire surtout, ne l'arrêtons pas. Moi, le remettre en cause ne remet pas en cause les fondamentaux de l'expérience de voyager. Donc moi, je reste très positif. Simplement, je reste positif et excité parce que le voyage de demain sera inévitablement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Mais je pense qu'il existera, et peut-être qu'il reviendra même d'ailleurs à des fondamentaux beaucoup plus ouais, j'allais dire beaucoup plus positif, et peut-être voilà, plus qualitatif dans ce qu'on espère vivre en voyage, que ce soit la rencontre, l'immersion, le changement, l'inattendu. Voilà, moi j'ai toujours un petit regard critique, a fortiori quand on voyage pour aller se mettre dans un hôtel club. Je peux comprendre que ça soit des vacances et qu'on ait besoin de soleil, mais c'est pas un voyage. C'est un huis clos entre son chez-soi et un ailleurs. C'est une forme d'exotisme, mais il n'y a pas la dimension de rencontre, il n'y a pas la dimension d'inattendu, il n'y a pas la dimension d'immersion. Donc, ceci dit, le contrat est très clair dans un hôtel pour faire ça, mais cette dimension-là du voyage, je suis pas sûr que effectivement, ça soit celle qu'il faut absolument conserver à tout prix dans les enjeux qu'on a aujourd'hui. J'aime bien cette notion d'inattendu. Je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a l'impression de vouloir tout contrôler et qu'on ne laisse pas place à l'inattendu. Et c'est dommage, parce que c'est là où il y a les plus belles surprises. Moi, à travers mes voyages et mes expériences personnelles, c'est toujours ces expériences inattendues dont j'ai le souvenir. C'est pas ce que j'avais prévu ou quoi que ce soit, et ces surprises, eh bien, tout de suite, ça donne une autre saveur au voyage et aux rencontres qu'on peut faire, et c'est ça qu'on garde dans le cœur. Et je Ouais. crois qu'on a besoin de remettre le tourisme, quelles que soient ses formes, au niveau du cœur, que c'est quelque chose d'émotionnel, que c'est quelque chose de sensoriel, que c'est quelque chose qui doit avoir un impact positif, mais aussi bien pour les voyageurs que les citoyens, les habitants, mais Mmh. aussi nos salariés. Faut surtout pas les oublier. C'est aussi pour eux un lieu d'épanouissement, et on a cette responsabilité de pouvoir le faire. Je me souviens que Julien Bio, justement, d'ATR,
qui disait que le tourisme a les vertus pédagogiques pour pouvoir avoir un impact positif sociétal très fort. Et je le rejoins complètement là-dessus. On a toute cette diversité qui existe. On est aussi bien dans le monde rural que dans le monde urbain. On est partout dans le monde. On a ces différentes expertises qui existent. Et c'est à nous de les mettre en musique justement pour un tourisme que moi j'appelle positif. Oui, tu as raison. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté ce matin de l'impact climat et de nos enjeux autour de ça. Mais là, tu mets le doigt sur comment mettre en musique et quelle est l'importance de mettre en musique un tourisme positif, à la fois pour la personne qui vit l'expérience, à la fois pour les hôtes et pour tout l'écosystème qui se trouve autour. Et ça, je pense qu'on a tous en tête ce type d'expérience à titre individuel ou collectif quand on l'a organisé, de se dire c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Et il y a tout un travail de fond à faire parce que moi, je me rappelle à une époque où on avait constaté que quand on discutait du retour de voyage de nos clients, la plupart du temps, ce qui leur revenait en souvenir, c'était cette notion d'inattendu, en tout cas de surprise, qui forcément est plus mémorable, parfois avec des petits grains de sable, mais qui restent quand même dans les souvenirs. Et du coup, on se rendait compte souvent que c'était pas les meilleurs souvenirs n'étaient pas la logistique qu'on avait mis en œuvre, mais la logistique qu'on avait mis en œuvre avait créé les conditions probablement de cette expérience-là. Et donc, on se disait comment on peut créer les conditions de l'inattendu, ce qui est un sujet passionnant et pas évident, parce que l'inattendu, justement, par essence, ça se prépare pas. Mais en même temps, c'est créer les conditions peut-être de la rencontre ou peut-être d'un temps où il se passe rien, mais où on prend du temps pour soi. Enfin bon, on a essayé de travailler sur cette notion et ces ingrédients qui font que quelque part, bien sûr, qu'un très bel hôtel, qu'une belle observation en pleine nature, c'est des moments marquants. Mais encore, la belle observation en pleine nature, justement, il y a souvent une notion d'inattendu. Mais en tout cas, c'est pas tant la qualité logistique de tout ce qu'on peut mettre en œuvre qui va être le plus mémorable, mais ça peut être toutes ces expériences-là. Et tu parlais tout à l'heure du cœur. Sur l'inattendu, moi j'ai une phrase de Christian Bobin, qui est cet écrivain qui nous a quittés il y a pas longtemps et qui m'a beaucoup marqué dans les premières lectures. Et moi, sur ma carte de vœux 2023, j'ai écrit « Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu ». Et c'est de Bobin. Et derrière ça, je pense que tu parlais de nos salariés, c'est comment les accompagner dans cette période instable, en tout cas, nous construire ensemble dans cette période instable quelque chose de positif et de prendre cet inattendu comme quelque chose de positif parce qu'on va découvrir ensemble de nouvelles choses. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cet échange, toujours très enrichissant et très intéressant. Et j'espère qu'on aura le plaisir d'échanger à nouveau prochainement. Avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi François, à très bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion, en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils seront publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.